BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. L'œil, le regard de François Monnier sur vos placements. Bonjour François. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Le directeur de la rédaction du magazine Investir. On va revenir bien sûr sur le coup de théâtre de la semaine. Le nom de Martin Bouygues à Patrick Drahi. Non, Bouygues Télécom ne sera pas vendu même pour 10 milliards d'euros. Alors ça a fait sensation bien sûr sur les marchés. Puis ça peut aussi poser question pour les actionnaires. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans ce groupe Bouygues qui refuse une offre à 10 milliards d'euros? Est-ce que ça doit pousser à faire attention avant d'investir sur un titre qui refuse 10 milliards d'euros d'offres? Tout de même, d'abord, quel panache quand même, refuser 10 milliards d'euros, c'est pas la portée de n'importe qui. Oui. Martin Bouygues l'a fait, et là on a le sentiment quand même qu'on retrouve le grand Martin Bouygues de l'époque, après quand même une longue série noire marquée par les déboires commerciaux d'Alstom, la fusion, le rapprochement raté avec SFR. Et là, on retrouve un Martin Bouygues, j'ai l'impression, cette semaine, quand même triomphant. Le Martin Bouygues qu'on connaissait en 1997, à l'époque, il avait réussi à repousser un assaut de Vincent Bolloré. Vincent Bolloré qui était entré au capital, il avait réussi à l'en déloger. Et donc, et là, on retrouve aussi le Martin Bouygues des années 2000. En 2000, rappelez-vous, il avait aussi dit non, cette fois, aux mortelles enchères de l'UMTS. À l'époque, tous les opérateurs achetaient pour des centaines de millions d'euros, voire des milliards, des licences, et lui il a dit non, et il a réussi à obtenir in fine un excellent prix. Donc là on a le sentiment que Martin Bouygues reprend la main après vraiment une très longue série noire. François, vous nous dites quel panache Martin Bouygues, il se permet de refuser une offre à 10 milliards d'euros, d'accord, mais ça a des conséquences quand même pour les actionnaires, et des conséquences qui peuvent être négatives pour le coup. Oui, alors bien sûr, il y a deux façons de voir. Il y a le côté positif, le côté négatif. Le côté négatif, commençons par celui-là. C'est vrai que avec 10 milliards, qu'est-ce qu'on fait? On récupère d'énormes dividendes. Ça aurait pu plaire aux actionnaires de Bouygues, aussi à Martin Bouygues, à sa famille. Martin Bouygues contrôle 20,9% du capital, 27,3% des droits de vote. Avec cet argent, il aurait pu éventuellement monter encore un petit peu au capital. On dit Martin Bouygues, il a 63 ans, 3 enfants, dont 2 qui travaillent dans l'entreprise. Il a besoin peut-être un petit peu de sécuriser. Encore une fois, il a vécu un épisode assez compliqué qu'il a marqué en 1997 avec l'arrivée de Vincent Bolloré. Donc on n'est jamais à l'abri d'un raider qui pourrait venir perturber un petit peu la stratégie de Bouygues. Et puis il y a des rumeurs qui se disent avec ces 10 milliards, il aurait pu en allouer une partie à TF1. Et TF1 aurait pu se développer dans la télévision en Allemagne. Ça aurait profité au titre TF1 par exemple. Ça aurait pu profiter au titre TF1, ce sera pas le cas. Et puis finalement on aurait peut-être trouvé une solution. On se disait Bouygues Télécom, trop petit dans les télécoms. Eh bien là il trouve une solution, il sort par le haut. Donc finalement, tout le monde aurait pu saluer la bonne stratégie parce que c'est Martin Bouygues qui a développé cet actif de télécom. Donc un oui aurait été favorable aux actionnaires. En tout cas, les actionnaires auraient été contents de voir Bouygues accepter l'offre de Patrick Drahi. Ça, c'est une façon de voir les choses. Il y a aussi une autre façon, et ça c'est plutôt la mienne, qui est de dire c'est plutôt une très bonne décision de dire non à cette offre qui, a priori, sur le papier, ne se refuse pas. Parce que là, il envoie quand même un signal extrêmement de confiance auprès des investisseurs, auprès de l'entreprise, auprès des salariés quand même qui ont subi une restructuration. Et là, il leur dit, moi je crois à l'entreprise, je donne des chiffres de rentabilité à un horizon assez proche. Et là, on a quand même des salariés qui sont, on va dire, surmotivés parce qu'ils n'avaient pas forcément envie de se rapprocher avec Numéricable SFR. On le sait, en ce moment, il y a d'énormes synergies qui ont lieu entre Numéricable et SFR. Il peut y avoir quelques tensions. Il peut conduire, au bout de quelques années, à avoir des départs de salariés. Donc là, il protège un peu ses équipes. Et donc, ces équipes, je pense qu'elles vont travailler davantage. Et là, ça me fait penser un petit peu à Henri IV, à la veille de la bataille, la fameuse bataille d'Ivry en 1590. Henri IV, il avait dit la veille de la bataille, je cite, nos ennemis sont 2 fois plus nombreux que nous, mais nous les vaincrons. Si vous perdez vos cornettes, ralliez-vous à mon panache blanc. Et bien sûr, il a gagné la bataille. Donc après, bien sûr, il ne faut pas non plus s'enflammer, il faut rester pragmatique. Si jamais, et c'est possible, Numéricable SFR faisait à nouveau une nouvelle offre, ce serait la 4e. S'il proposait, je ne sais pas, 12 milliards, il peut aller, les experts estiment qu'il peut aller jusqu'à 12 milliards pour faire encore des synergies et gagner de l'argent avec Bouygues Télécom. C'est peut-être le pari de Martin Bouygues d'ailleurs. Ça peut être aussi une des pistes. Donc si jamais il remettait 2 milliards de plus, bien sûr, il faudrait réexaminer le dossier et peut-être que la décision serait différente. Bon, pour l'instant, la décision c'est non. Non, Martin Bouygues n'accepte pas l'offre de Patrick Drahi. Quelles sont les conséquences pour le secteur de ce refus de céder Bouygues Télécom? Les
les investisseurs, tout le monde se frottait les mains en disant ça y est, on passe de 4 à 3, c'est fantastique parce que depuis l'arrivée de Free, depuis qu'ils sont passés à 4, les prix dans le mobile, ils ont quasiment été abaissés de 40%. Donc là, c'est le statu quo. Donc il y a une petite douche froide, un peu de tension. On regarde à nouveau le dossier, mais je pense qu'il n'y a rien d'inquiétant. Bon, Numérica SFR, eh bien, il aura un peu moins de dettes. S'il avait racheté Bouygues Telecom, il y aurait plus de dettes. Donc c'est pas non plus dramatique. En attendant, il y a toujours les synergies, la fusion, le rapprochement avec SFR. Free, il reste l'acteur le plus compétitif, même s'il va falloir qu'il trouve une solution en 2018, parce que pour l'instant, il loue le réseau 3G d'Orange. À partir de 2018, il va falloir qu'il ait son propre réseau. Donc il aurait pu éventuellement racheter une partie, le réseau de Bouygues Telecom. Mais donc, pour l'instant, c'est pas ce qui est prévu. Donc il y a un petit sujet sur Free, mais en attendant, Free reste l'acteur largement le plus dynamique. Et puis Orange, lui, il est dans une position d'attente. Tranquille. C'est l'ancien monopole, il regarde ça. Et quel conseil en bourse pour nos auditeurs, nos téléspectateurs? Qu'est-ce qu'on doit faire sur ce secteur des télécoms dans un portefeuille boursier? Eh bien nous, on change de conseil sur Bouygues, on revient à l'achat. On était à l'écart de ce dossier parce qu'on n'a jamais vraiment cru à la consolidation. Mais là, on pense qu'il y va y avoir un changement radical de perception des investisseurs à l'égard de Bouygues. On se disait, le marché estimait que Bouygues, il était trop petit. Et je pense que le marché se trompe parce qu'il faisait trop référence à la grande distribution. Dans la grande distribution, il faut être très gros pour proposer les prix les plus faibles. Et là, on le voit que les plus gros, c'est eux qui ont intérêt à avoir les prix les plus élevés. Numérica SFR, qui fait jeu égal avec Orange, ils ont intérêt à avoir des prix gros. L'un parce qu'il a une dette qui enfle de jour en jour, et puis l'autre parce qu'il a une masse salariale très importante. Là, on a Martin Bouygues, un Bouygues Télécom qui est plutôt agile, qui a abaissé sa structure de coût, donc il devient, on va dire, compétitif à l'image un peu d'un Free. On va avoir peut-être dans les mois, dans les trimestres à venir, un deuxième Free, un deuxième opérateur agile. Smart is beautiful. Exactement. Et donc là, je pense que le marché va changer complètement de perception. Et puis quand on regarde Bouygues, en sens général, le conglomérat, eh bien on se dit on a un Bouygues qui capitalise 12 milliards, il y a des gens qui sont prêts à payer 10 milliards uniquement pour la branche télécom, hallucinant. Alors que dessus, vous pouvez rajouter quand même TF1, la construction, donc il y a quand même des actifs, donc ça peut valoir un peu plus cher. Ça revalorise dans l'esprit des investisseurs, des analystes, ce que peut valoir l'ensemble du groupe Bouygues. Absolument. Et en attendant, vous avez un dividende, parce que le bilan est très solide, vous avez un dividende de plus de 4%, donc ça peut être une très bonne opération. Donc c'est un achat vraiment fort, un achat de conviction sur Bouygues aujourd'hui, avec un premier objectif de cours de 40 €. Sur les autres acteurs, investir, on ne change pas de position. Sur Numérica SFR, c'est toujours la même histoire. Les synergies, d'excellentes synergies. C'est impressionnant la vitesse à laquelle SFR est intégré au groupe Numérica. On voit déjà qu'il y a un impact sur le résultat opérationnel. C'est assez remarquable. Donc on reste à l'achat sur Numérica SFR avec un objectif de cours de 70 €. Orange, la même thématique, le rendement, toujours le rendement. C'est vraiment la valeur par rendement par excellence, parce qu'on est toujours sur une activité qui décroît, une rentabilité en berne, mais vous avez un rendement de 4,3%, donc on peut viser 19 € sur cette société. Et puis Iliad qui reste l'acteur, on va dire, le plus dynamique. On l'a encore vu au premier trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 7%. Donc on croit toujours dans Iliad avec un objectif de cours de 260 €. Mais donc en fait, on achète les télécoms, pas pour jouer des rapprochements, mais pour leur valeur intrinsèque. Voilà, quelques conseils. Donc après ce nom de Martin Bouygues, il nous reste quoi? Une minute, François. On va aussi parler de la Grèce, bien sûr, puisque finalement c'est demain que devrait avoir lieu cette réunion cruciale de l'Eurogroupe, réunion qualifiée de décisive par Angela Merkel elle-même. C'est rare qu'elle se mouille à ce point. Si elle le dit, c'est que cette fois c'est vrai, la réunion sera vraiment décisive, ce sera vraiment la réunion de la dernière chance demain? Je ne sais pas, on a tellement crié au loup que ça fait vraiment plus peur à personne. Oui. Là on se dit c'est l'ultimatum, autrement il y aura peut-être un Grexit. Qu'est-ce qu'on voit? Le CAC 40 il bouge pas, il fait à peine moins 0,3%. Donc pour une réunion, on va dire au sommet, une réunion de la dernière chance, un ultimatum. L'euro non plus. L'euro ne bouge pas, enfin tout le monde reste en position attente. Et donc je pense qu'il faut gérer son portefeuille de cette façon-là. C'est se dire qu'aujourd'hui, il faut apprendre à vivre avec un risque grec qui va durer encore des mois, voire des années. Pour l'instant, moi, j'attends pas une solution miracle ce week-end, pour la simple et bonne raison que j'ai pas l'impression que le FMI, ni la BCE, ni les Européens sont prêts à faire une réduction de dette. C'est plutôt sur un accord pour des prêts. Donc, concrètement,
En dessous de 4008 pour le CAC 40, il faut renforcer ses positions sur les actions. À 5000, on devient neutre. Au-dessus de 5002, on prend des bénéfices. C'est ce qu'on a fait depuis le début de l'année et c'est ce qu'on continue à faire tant qu'on n'a pas un peu plus de visibilité sur la Grèce. Bon, vous voyez les marchés donc rester à peu près dans la même fourchette que celle dans laquelle ils évoluent depuis le début de l'année. 4008, 5002, ce sont les bornes en attendant une solution. En attendant une vraie visibilité et une solution sur la Grèce.